Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur l'internalisation. Comment les courtiers forex regroupent-ils les ordres et couvrent le risque résiduel? Ok. Avec l'exécution e-book, d'accord, avec l'exécution e-book, le courtier gère le risque de chaque transaction individuellement. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous ouvrez par exemple une position longue sur GBP/USD et qu'un autre trader ouvre une position courte sur GBP/USD au même moment, d'accord? Plus tard, le courtier A doit couvrir chaque transaction séparément avec le liquidity provider. Mais l'exposition au risque des deux transactions ne peut-elle pas s'annuler mutuellement? Ça, c'est une hypothèse, d'accord, que le courtier peut avoir. Ça veut dire que quoi? Vous êtes en train de prendre par exemple un ordre de buy, vous qui regardez la vidéo d'abord, et moi, je suis en train de prendre un ordre de sell. Nous deux, on traite sur le même broker. Et pourquoi ce broker ne peut pas compenser nos deux ordres, d'accord? Eh bien, c'est bien possible qu'il puisse le faire, d'accord? Au lieu de gérer le risque pour chaque transaction individuelle, un courtier peut regrouper les transactions de leurs clients, des clients contenant toute la même paire de devises, d'accord? Ce processus d'agrégation régulièrement, c'est connu sous le nom de internalisation. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. L'internalisation, ça veut dire on gère le risque internement, d'accord? On gère le risque chez le broker, d'accord? Juste en compensant les transactions entre elles. Par exemple, certains clients peuvent être en train d'acheter le GBP/USD, tandis que d'autres clients peuvent être en train de vendre le GBP/USD. Différents traders ont différentes opinions. Non? Il peut y avoir des cas où les transactions sont opposées. Ok, lorsqu'un courtier fait correspondre la transaction d'un client avec celle d'un autre, il supprime carrément le risque de marché de la même manière qu'il se couvre du risque de marché en allant mettre la transaction sur le liquidity provider. Non? Là, il se couvre de manière interne. Vous voyez un peu, non? Ok. Étant donné que le courtier n'envoie pas les transactions sur le liquidity provider, ça lui permet d'économiser l'argent, non? En n'ayant pas à effectuer les transactions avec le liquidity provider. Parce que lorsqu'il fait des transactions avec le liquidity provider, lui aussi paye le spread sur le liquidity provider. Donc, ce spread-là, il va économiser ça en internalisant le risque de ces transactions. D'accord? Un courtier peut regrouper toutes les positions de GBP/USD, par exemple, toutes les positions longues du GBP/USD et les compenser avec les positions courtes du GBP/USD. D'accord? C'est pourquoi les courtiers souhaitent avoir régulièrement une large clientèle. Ça va leur permettre d'internaliser plus facilement le risque. Plus leur clientèle est plus grande, plus les transactions sont plus nombreuses. Ce qui signifie qu'il y a une très grande probabilité que les transactions puissent être compensées les unes par rapport aux autres. C'est compréhensible. Ok. Comme les transactions avec les fournisseurs de liquidité coûtent de l'argent, d'accord, en raison du spread, ça va aider le courtier à pouvoir économiser de l'argent. Par exemple, si le courtier peut avoir dans son livre 10 millions de transactions séparées comment? Avec, par exemple, 8 millions d'unités GBP/USD, 10 millions d'unités GBP/USD en buy, par exemple, en long, et 8 millions d'unités GBP/USD en sell. Vous voyez ce qu'il va faire. La différence entre ces deux positions, c'est quoi? Il y a 2 millions de long, non? Il y a 2 millions de positions d'achat de différence. Donc, il va d'abord recouvrir les 8 millions de celles-là avec les autres 8 millions d'achats, d'accord? Il va maintenant manquer 2 millions de long. Cette différence-là régulièrement, c'est ce qu'on appelle le résiduel, d'accord? Le risque résiduel, puisque c'est un risque pour le broker, non? Puisqu'il a pu recouvrir 2 millions. Je ne sais pas si quand je parle juste comment vous n'écoutez pas. Si par exemple on a 10 millions de buy, si on a 10 millions, il a 10 millions. Si on a 10 millions en buy, 10 millions buy, d'accord. Et en bas, on a 8 millions sell. 8 millions sell. Ça fait que quoi? Ça fait qu'il va manquer quoi? 8 millions de buy va se compenser avec 8 millions de sell. Non? Donc, il va manquer 2 millions de buy, d'accord, à compenser. Ces 2 millions de buy, c'est son risque, non? C'est ça qu'on appelle le résiduel, le risque résiduel. Il va manquer 2 millions de buy. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de ces 2 millions de buy? Il a deux opportunités, il a deux hypothèses qu'il peut faire.
il peut soit accepter le risque, d'accord, et ne rien faire, prendre le risque en sa charge, d'accord. Soit il peut transférer le risque, non, il peut réduire le risque. De quelle manière? De la manière dont il a l'habitude de le faire, en prenant les 2 millions, en allant prendre la position, comme il a 10 millions de buy ici, en allant prendre aussi un 10 millions de buy sur le liquidity provider, non, pour pouvoir combler la position, puisque il aura 2 millions de buy manquants, d'accord. Il va vous sell 2 millions de buy, non. Maintenant, ce qu'il va aller faire sur le liquidity provider, il va mettre les mêmes 2 millions de buy sur le liquidity provider pour pouvoir couvrir ce risque. Donc, ce sont les deux hypothèses qu'il peut faire, d'accord. Prenons par exemple un exemple simple pour vous expliquer comment l'exécution se passe avec l'internalisation du risque. Par exemple, si on prend d'abord le cas du e-book, qu'est-ce que le broker e-book fait? Juste pour vous rappeler. Lorsque le broker e-book, vous venez chez un broker e-book, vous achetez une position, par exemple, $1 million de GBP-USD. On a déjà eu à expliquer ça, donc je vais plagier ça juste. Vous venez, vous achetez $1 million de GBP-USD. Il vous vend $1 million, puisque vous avez acheté, il vous vend $1 million de GBP-USD. Non, c'est compréhensible, non? Pendant ce même moment, qu'est-ce qu'il fait? Il part aussi acheter GBP-USD sur le liquidity provider, non? Il achète aussi $1 million de GBP-USD pour pouvoir couvrir sa position, d'accord? Il couvre le risque de la position là. C'est pareil, lorsque vous prenez plutôt un ordre de sell, il va vous acheter ça et il va aussi aller sell sur le liquidity provider pour couvrir le risque. Ça, c'est comme ça que les e-brokers fonctionnent. Maintenant, quand on parle d'internalisation du risque, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'internalisation du risque, c'est plutôt dans ce sens, dans le sens où vous, par exemple, vous êtes en train de prendre un achat, d'accord, avec $1 million de GBP-USD sur la paire, vous êtes en train de prendre un million de GBP-USD sur la paire euro-USD en achat. Moi, par contre, je suis en train de prendre $1 million de GBP-USD en vente sur la paire euro-USD. Qu'est-ce que le broker fait en ce moment-là? Le broker internalise le risque en prenant nos deux positions en les ralliant, d'accord. Il prend ma position de buy. Moi qui a besoin d'acheter, il prend vous qui avez besoin d'acheter, par exemple. Moi qui a besoin de vendre, il lit nos transactions. Ça fait que en ce moment-là, il internalise le risque. Non? Donc, en ce moment-là, il pourra gagner sur le spread, puisque il ne va pas prendre nos transactions, aller donner chez le liquidity provider où lui aussi sera en train de payer le spread. Donc, nos deux spreads, il va gagner sur ça. Donc, c'est ça. C'est ça qui est avantageux quand le broker fonctionne avec l'internalisation du risque. D'accord. OK. Le principal risque pour un courtier utilisant un modèle d'internalisation, c'est lorsque les positions ne sont pas complètement compensées, comme dans l'exemple que je vous ai pris ici. D'accord. C'est qu'il expose au mouvement de prix qui pourrait entraîner une perte s'il accepte de prendre le risque non en sa charge. Si le courtier a des ordres de clients qui peuvent compenser partiellement, il se retrouve alors avec une position nette beaucoup plus petite que le risque qu'il a laissé exposer, non, d'accord. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle le risque résiduel. Le risque restant, c'est les 2 millions de buys qui restent là. Je vous ai dit ça, que c'est le risque résiduel. Le risque résiduel peut se gérer de deux manières. Le courtier peut transférer ce risque en externe à un fournisseur de liquidité en exécutant une transaction de couverture, non, une opération de couverture. Donc, comme il a 2 millions de buys ici, là, qui va manquer ici, là, ce qu'il va faire, il va d'abord, premièrement, vous vendre. Donc, il va vous donner 2 millions de sell. Il va aller aussi chez le broker, il va prendre 2 millions de buy. D'accord. Chez le liquidity provider, il va aller prendre la même position de 2 millions de buy pour pouvoir couvrir ce risque-là. D'accord. OK. Ou il peut accepter le risque. Donc, voilà les deux hypothèses, comme je vous ai dit d'abord tout à l'heure. OK. Maintenant, si on voit l'internalisation de risque avec un simple exemple, si on vient voir encore, si on prend un autre exemple, par exemple, où vous êtes en train d'acheter vous achetez 1 million de GBP-USD, vous, sur votre plateforme de trading, sur votre broker. Une autre personne vient, moi, par exemple, je viens vendre 3 millions de GBP-USD, d'accord. Qu'est-ce que le broker va faire? Il va prendre il va prendre 1 million, il va compenser avec la position de buy que vous avez prise. Et il va prendre 2 millions, il va aller hedger ça, il va aller payer cette position sur un liquidity provider, d'accord. Il va aller prendre 2 millions de buy sur le liquidity provider pour pouvoir se couvrir de ce scénario-là. Vous voyez, c'est compréhensible, non? C'est comme ça que les brokers s'y prennent, en fait, pour pouvoir couvrir leurs risques, d'accord. Pour pouvoir compenser leurs risques. Tout d'abord, ils vont compenser les positions des clients les unes par rapport aux autres. Ensuite, ils vont agréger l'exposition aux risques restants pour couvrir
la transaction restante avec le liquidity provider, d'accord, avec un prix moyen, d'accord. OK. Je pense que pour cette leçon, on a parlé clairement. Le regroupement de plusieurs transactions de clients est une pratique courante chez les courtiers, d'accord. Mais beaucoup de courtiers font ça car la négociation avec la plupart des liquidity providers nécessite régulièrement une taille minimale de transactions, d'accord. Il ne peut pas juste se lever comme ça avec un petit volume de transactions. Il va chez un liquidity provider pour vouloir hedger ses positions. Généralement, régulièrement, au moins un lot standard ou par incrément, 100 000 unités, un lot de 100 000 unités. Non? Ainsi, si les clients d'un courtier ouvrent des positions inférieures à 100 000 unités, le courtier doit alors attendre que d'autres clients négocient pour pouvoir ensuite regrouper ce risque non, avec différentes transactions. Une autre raison pour laquelle un courtier peut regrouper les ordres, c'est que cela réduit le temps nécessaire pour obtenir une couverture complète avec le liquidity provider. D'accord. S'il détecte plus d'ordres d'intéressés, plus d'ordres d'achat que d'ordres de vente, il peut augmenter le prix vendeur plus haut qu'il ne le ferait normalement. Donc, ça arrive régulièrement chez le liquidity provider. Il peut le faire parce que chacun est en train de rechercher son profit. Donc, cela peut entraîner une exécution moins bonne pour les clients du courtier, puisque le liquidity provider vient d'envoyer un seul ordre il vient d'envoyer un nouveau prix, non, d'accord. Il vient d'augmenter son prix, donc ça ne va pas favoriser le courtier parce que les clients ne seront pas satisfaits. Ceci, c'est particulièrement important sur les marchés liquides ou les marchés en évolution très rapide. Je pense que pour l'internalisation, comment les courtiers forêts se groupent leurs ordres et comment ils couvrent leurs risques résiduels. Je pense que vous avoir tout expliqué. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et régulièrement, c'est la majorité des cours que nous sommes en train de faire là. Ce sont juste des cours théoriques, d'accord. Il n'y a pas trop de pratique parce que j'essaie juste de vous informer de ce qui se passe en back-office sur vos brokers, ce que vous ne connaissez pas en fait. Donc, ce sont des cours que vous pouvez juste rester attentif et essayer de comprendre comment les brokers font pour gagner leur argent. Ça peut arriver que demain vous grandissez en tant que trader et vous décidez d'ouvrir un broker. Vous devez savoir comment rendre vos opérations, d'accord. OK. It was your mentor, Optimist Sniper.